Selon toi, peut-on vraiment noter quelqu'un en philosophie ? Oui. On peut noter quelqu'un en philosophie dès lors qu'on a défini un critère de notation. Tout est une question de critère en fait. Évaluer, c'est donner une valeur, mais la valeur, elle est toujours fonction de quelque chose. Donc, si le critère, c'est, premièrement, le niveau de rigueur du raisonnement, on peut mettre une note, en réalité. Pourquoi ? Parce que si tu poses une question à quelqu'un, exemple, parce que je suis prof de philo, donc je vais prendre un exemple bateau. Être libre, est-ce n'obéir à aucune contrainte ? Question classique en philosophie. Bon. Si on a un élève qui va faire une dissertation sur cette question et qui va nous répondre oui, c'est-à-dire oui. Bah, Juste oui. Voilà, juste oui. Cet élève... Qu'est-ce que le culot ? Qu'est-ce que le culot ? C'est ça. C'était connu ça. Oui, bien sûr. On n'a jamais su d'ailleurs si c'était vrai. Mais en tout cas, si on ne défend qu'un seul point de vue, philosophiquement, on ne fait pas le taf. Faire la philosophie, c'est se faire l'avocat de l'idée avec laquelle on n'est pas d'accord. On doit être avocat et procureur à la fois. Donc, on doit défendre l'idée à laquelle on adhère personnellement. On doit défendre l'idée adverse, penser contre soi-même. C'est ça le principe de la philosophie. Si tu penses en circuit fermé, si tu penses en vase clos uniquement ce qui est ton opinion, tu ne fais pas de la philosophie. Tu vois ? Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie parce qu'on dit souvent, oui, la philosophie, c'est donner son avis, c'est donner sa pensée personnelle. Mais ça veut rien dire, sa pensée personnelle. Parce que déjà, premièrement, ta pensée personnelle, elle est nourrie par tout ce qui n'est pas toi, c'est-à-dire par tout ce que tu entends, par tout ce que tu vis, par tout ce que tu lis. Donc, si je devais te demander quelles sont tes idées personnelles et tes idées non personnelles dans ce que tu penses, bah, cette question te mettrait un peu mal à l'aise parce que tu ne sais pas forcément où est la frontière entre les deux. Ouais, t'as du mal à faire la part des choses. Bien sûr. Donc, défendre un seul point de vue en philosophie, c'est rédhibitoire. Parce que ça veut dire que tu ne cherches pas à te mettre à la place de l'autre, tu ne cherches pas à te glisser dans la conscience de l'autre. La philosophie, fondamentalement, c'est ça. Parce que sinon, rien ne différencie la philosophie de la rhétorique ou la philosophie de la politique. C'est-à-dire de défendre un point de vue. Ou même d'un commercial. Ouais, mais... alors... Ça a peut-être changé depuis que j'ai quitté le lycée, mais j'ai déjà croisé des profs qui notaient suivant le point de vue sur la copie. Hein. Parce que S'ils avaient plus ou moins leur idéologie ou pas. Hein. Parce que le professeur reste un être humain. Ce qu'on oublie souvent. Et en tant qu'être humain, il a ses propres passions, il a ses propres impératifs psychologiques. C'est beaucoup plus facile d'être objectif si t'es prof de maths. Bien sûr. Ah oui, complètement. Ah bah ça, je ne veux pas dire le contraire. Je ne serai pas de ceux qui diront que les mathématiques sont subjectives au même titre que la littérature et la philosophie. C'est faux. Non. Parce qu'il y a quand même des choses, alors je ne vais pas dire objectives, mais consensuelles, sur lesquelles il y a un consensus. Et donc, on ne peut pas s'en extraire, on ne peut pas s'en affranchir. Et celui qui t'explique que 2 plus 2 égale 5, je lui dis bon courage. Voilà, je lui dis bon courage. Par contre, celui qui t'explique qu'on peut être libre avec des obstacles, je lui dirai pas bon courage, je lui dis je t'écoute. C'est-à-dire, j'ai envie de savoir comment tu vas me le prouver, comment tu vas me le démontrer, ou en tout cas comment tu vas l'argumenter. Parce qu'en philosophie, on n'a pas la charge de la démonstration, on a la charge de l'argumentation. C'est-à-dire de donner des bonnes raisons d'être d'accord avec ça. Tu vois ? Donc il y a un flou artistico-juridique en philosophie qui te permet de défendre des idées qui sont contre-intuitives, qui sont paradoxales. Et c'est un peu ça le lieu de la philosophie. Le territoire de la philosophie, c'est le paradoxe, c'est la contre-intuition, c'est ce qui ne paraît pas évident. D'ailleurs, quand on apprend la dissertation en philosophie, on dit toujours que la première partie, c'est l'opinion commune, c'est la doxa. Tu vois ? La doxa, et le contraire de la doxa, c'est le paradoxe, c'est-à-dire le contraire de l'opinion commune. Ah, tu viens de me prendre un truc. Bon, bah, très bien. Et donc la doxa, c'est pas ce que tu penses toi, c'est pas ce que je pense moi, c'est ce que tu considères être l'opinion commune. Est-ce que, par exemple, la liberté, c'est le fait de n'avoir aucune contrainte ? La doxa répond oui. Pourquoi ? Parce que si tu devais définir la liberté de la manière la plus simple, la plus spontanée possible, tu dirais c'est faire ce qu'on veut. Et faire ce qu'on veut, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ne pas avoir de contraintes, ça veut dire ne pas avoir d'obligation, ça veut dire ne pas être obligé de faire ceci ou de faire cela. Donc finalement, on a tous une définition intuitive de la liberté. Et cette définition intuitive, on doit la considérer comme étant le socle de la réflexion. Partons de là, une fois que tu as développé cette idée, que tu l'as expliquée, que tu l'as illustrée, tu vas essayer de la contredire. C'est-à-dire dire, oui, mais est-ce que finalement,
moi, quand je décide de m'inscrire à la salle de sport ou quand je décide de m'inscrire à un club de boxe et que j'ai un coach qui me dit tu dois être là à telle heure et puis tu dois faire ça et puis pendant 1 heure tu vas faire ce que je te dis. C'est un acte libre. C'est toi qui as décidé de t'inscrire à la salle de sport, au club de boxe. Donc quelque part, tu peux pas dire qu'on te l'impose. Mais en même temps, cet acte libre est conditionné au fait qu'on va te dire ce que tu dois faire. Donc tu intègres la contrainte dans ta liberté. Ah, il y en a qui savent qu'ils ont besoin de coach, sinon ils avanceraient pas, quoi. Exactement. Donc ils ont la liberté de s'imposer des contraintes. exactement. Ils ont la liberté de s'imposer des contraintes. Et toi, ton métier, c'est contrôleur de gestion. Tu fais partie des personnes qui ont dû faire des études pendant plusieurs années, c'est-à-dire d'être soumis à des contraintes de travail, des contraintes d'examen, des contraintes de révision, pour pouvoir t'offrir la liberté d'exercer ce métier. Tu vois ? Et un médecin, et d'ailleurs c'est marrant parce que le bon sens populaire et social nous dit souvent que le plus important dans la vie, c'est de faire un métier qui nous rendra heureux et qui nous permettra de nous épanouir socialement, professionnellement, etc., etc. Ce sont souvent des métiers qui impliquent beaucoup de contraintes. Ben oui, parce qu'on sait que la contrainte est le prix de la liberté. Et partant de là, si la contrainte est le prix de la liberté, la contrainte n'est plus l'opposé de la liberté, c'est la condition de la liberté. Donc dire que la liberté, c'est faire ce qu'on veut, à ce moment-là, tu fais ce que tu veux, donc tu travailles pas, tu regardes Netflix, tu manges des glaces, tu fumes du shit, tu fais ce que tu veux, bien sûr. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que c'est là-dedans que ta liberté s'accomplit ? C'est surtout qu'après, tu auras la contrainte d'aller bosser dans un taf qui te plaira pas, qui sera épuisant. L'évitement de la contrainte conduit à des contraintes plus dures encore. Voilà. On est d'accord. Tu auras des contraintes encore pires du coup. On est absolument d'accord. Voilà. Et tu vois, rien que ça, dire ça, il y a des personnes qui vont nous écouter, qui vont dire « Ah mais ouais ». Mais il y a des personnes qui vont se dire « Bah évidemment ». Mais ce « évidemment » demande à être explicité. Ce « évidemment » demande à être formulé. Et pour moi, le travail de la philosophie, c'est aussi de formuler des choses qui nous paraissent évidentes quand on les entend, mais qui ne le sont pas tant qu'on n'a pas expliqué pourquoi elles l'étaient. Donc, dire que la contrainte n'est pas l'opposé de la liberté, mais une condition de la liberté, c'est à la fois évident, mais c'est à la fois quelque chose qui nécessite d'être explicité pour qu'on le comprenne. C'est un peu les commentaires sur Internet qui disent « Ah, t'as réussi à mettre des mots sur quelque Exactement. chose que j'arrivais pas à... » Eh bien, c'est déjà beaucoup, en réalité. C'est déjà beaucoup. Parce que dire qu'une chose est évidente, ok, mais sauf que ce qui est évident pour l'un ne l'est pas pour l'autre. Donc, mettre des mots sur des évidences, c'est déjà apporter quelque chose. Donc, pour en revenir à la question que tu posais, je dirais que faire de la philosophie, c'est pas prétendre tout comprendre. C'est pas prétendre tout savoir. C'est estimer qu'à un moment donné, notre point de vue n'est pas une vérité universelle et qu'il faut confronter notre point de vue aux autres. Il faut essayer de confondre, au sens où on confond un coupable de notre point de vue, c'est-à-dire essayer de toujours aller au-delà, penser contre soi-même. Cette formule-là, je la réitère, et c'est très difficile de penser contre soi-même, parce qu'on a tous des bonnes raisons de penser ce qu'on pense. Et très souvent, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, eh ben, notre tendance naturelle, c'est de se dire « il n'a pas compris », c'est de se dire « il se trompe ». Et on a raison, on sous-entend ça, même si on ne se le dit pas comme ça, mais c'est comme ça qu'on voit les choses. Être à un moment donné capable de se dire « il est possible que l'autre ait raison, il est possible que l'autre ait quelque chose à m'apprendre », tu vois, ce qui n'est pas non plus, je veux dire, une menace ultime qui pèse sur notre conscience, simplement de se dire que l'autre a peut-être un point de vue qui peut m'apporter quelque chose en termes de compréhension. Ben, je pense que la philosophie commence là.